Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle SDHJCE TV. Aujourd'hui, c'est le 9e épisode de Noble Héros avec notre cher expert Portinou et il va nous présenter aujourd'hui du lourd, du très lourd, du très lourd et pourtant indispensable Noble Héros parce que ce n'est pas le plus facile des héros à jouer. Je dirais même que beaucoup de débutants se sont cassés les dents dessus. Je veux parler d'Erestor. Et oui, et pas Galdor. Non, Je vais faire pas cette... Galdor. Non. Je vais faire On pourra cette... faire un jour sur Galdor, mais ferai voilà. cette blague un paquet de fois. Je vais présenter le héros, Shep, du coup. Je vais d'abord présenter sa fiche de personnage et puis tu vas un peu nous en parler. Erestor, c'est un personnage qui vient de la sphère connaissance, qui a 10 de menace, 2 points de volonté, 2 points d'attaque, 2 points de défense, 4 points de vie et qui a le trait Noldor. Piochez 3 cartes supplémentaires au début de la phase de ressources, ça on aime bien. À la fin de votre tour, défaussez toutes les cartes de votre main, ça on n'aime pas. Voilà. Et Erestor, Erestor c'est un archétype à lui tout seul, hein, l'archétype Erestor. Construire un deck Erestor, ça se réfléchit de manière tout à fait différente d'un deck classique, dans la mesure où un deck Erestor, il faut te dire que soit les cartes que tu vas avoir dans ta main et que tu ne sauras pas jouer, tu peux t'en passer, ce n'est pas des cartes essentielles à ton deck, soit tu construis ton deck en te disant toutes les cartes que j'aurai en main, je vais toutes les jouer à chaque tour et généralement, ou en tout cas les exploiter, que ce soit les jouer, les défausser pour déclencher quelque chose, enfin bref, voilà, les exploiter, ou souvent une combinaison des deux, à la fois des cartes qu'on va être presque sûr d'exploiter et qui sont pas trop graves si on doit les défausser en fin de tour. Et donc ça, c'est reconsidérer le deck building dans la mesure où on ne peut plus planifier avec des cartes en main que l'on va garder pendant un certain temps. Alors ça retire, pourquoi est-ce que ça peut être très gênant pour les débutants? Parce que ça retire un confort sur certaines sécurités auxquelles on a toujours été habitué dans le jeu. Je pense évidemment à la carte la plus évidente, c'est tester sa volonté. Tester sa volonté est une carte qui ne fonctionne pas du tout avec Erestor. Et ça va me permettre Tout à de fait. faire, de rebondir sur ce que tu dis, Shep, et d'expliquer un petit peu toute la logique qu'on doit prendre quand on build et restore. Et en fait, si vous arrivez à prendre cette logique, vous allez vraiment être capable d'en tirer le plein potentiel. À chaque fois que vous avez une carte devant vous, vous devez vous demander, est-ce que je peux la jouer à n'importe quel tour? Est-ce qu'elle a du sens à n'importe quel tour? Tester sa volonté, c'est une carte que j'appelle circonstancielle. C'est-à-dire vous allez la réserver pour le moment où vous en avez besoin. Avec Erestor, vous pouvez pas la garder pour le moment où vous en avez besoin, donc ça marche pas. Pareil pour les coups précipités par exemple, ça marche pas du tout avec Erestor, vous ne pouvez pas la jouer quand vous avez envie. Et autre chose qui ne marche pas du tout avec Erestor, ce sont les cartes qui vous demandent d'être dans votre main en même temps pour se déclencher. Je pense évidemment à un combo en particulier, c'est l'attaque furtive avec Gandalf. Ça marche pas. Ça marche pas. La probabilité que vous touchiez les deux au même tour est très basse. Donc évidemment, alors il y aurait des solutions pour pouvoir le faire, mais l'effort n'en vaut pas la chandelle. Donc en fait, avec Erestor, on va avoir envie, tu l'as dit, d'avoir des cartes qu'on peut au maximum jouer, ou alors d'avoir des cartes dont on ne se comment dire, dont on se fiche qu'on va les défausser à la fin du tour. Mon approche avec Et, Erestor, c'est plutôt, en fait, vous piochez 4 cartes, vous exploitez vos 4 cartes. Et pour avoir fait quelques decks Erestor, ceux qui l'ont vu avec moi ont pu le constater, à la fin de la phase d'organisation, j'ai plus de cartes. À chaque fois. Parce que vous allez construire votre deck comme ça. Vous allez construire en vous disant, il faut que j'exploite toutes les cartes d'une manière ou d'une autre de ma main. Et vous allez voir que en fait, avec Erestor, il y a d'autres manières d'exploiter vos cartes que de juste les jouer, donc on va essayer d'en tirer toujours quelque chose. et je rajouterais même un autre piège avec Erestor, c'est que j'appelle les cartes maîtresses pour les débutants. Je vais prendre un exemple tout con, l'intendant du Gondor. Cet intendant du Gondor, il coûte 2 ressources commandement. À partir du moment où vous n'avez pas en permanence ces 2 ressources commandement potentiellement disponibles pour le jouer,
le mettre dans un deck et restore n'est pas un bon choix. Parce que vous pourriez vous retrouver, j'ai pas la ressource, j'ai l'intendant dans ma main, j'ai pas la ressource, je peux pas le jouer. Ça, c'est une erreur aussi que les débutants peuvent faire, en se disant, ouais, je vais toucher l'intendant du Gondor super vite, et puis vous savez pas le jouer. Ou alors vous le mettez en x3. Mais du coup, vous augmentez le nombre de doublons uniques dans votre deck, c'est pas opti non plus. Donc là aussi, il faut réfléchir à ce genre de choses. Si vous avez une carte maîtresse que vous pouvez pas payer à l'instant où vous la piochez, et ben peut-être qu'il faut reconsidérer ou trouver des solutions. Donc voilà, c'est aussi un piège dans lequel on peut tomber avec Erestor, c'est cette situation-là. Donc effectivement, tu me permets, Shep, encore une fois de rebondir. On va beaucoup parler, indépendamment des cartes, on va beaucoup parler des restaurants en tant que tel, hein, parce que c'est vraiment un héros à part, qui demande de réfléchir de manière différente. Il y a des joueurs qui n'aiment pas devoir défausser leurs mains, mais comme j'ai dit, si vous avez joué toutes vos cartes, le problème ne se pose pas. Mais il y a évidemment quelque chose qui est très important avec Erestor, c'est la gestion de votre économie. Pour moi, c'est un héros qui fait énormément progresser dans le jeu. D'une part parce qu'il vous apprend à ne plus compter sur des cartes circonstancielles type tester sa volonté. Et mine de rien, quand vous arrivez à jouer en n'ayant pas besoin de tester sa volonté, c'est que vous avez déjà franchi un cap. Et la deuxième chose, c'est qu'Erestor, il vous oblige à ce que votre économie tourne. Parce que vous ne vous en rendez pas compte aussi facilement quand vous pouvez garder vos cartes en main que vous avez des cartes que vous ne savez pas payer, vous vous dites c'est pas grave, je les jouerai au prochain tour. C'est moins optimal que de pouvoir les jouer au moment où vous les avez en main. C'est bête ce que je dis, mais Erestor, en fait, il va vous apprendre par la douleur l'optimisation de votre courbe de coût dans un deck. Donc c'est vraiment un héros qui fait progresser en matière de deck building. Mais évidemment, il y a aussi les bons côtés, parce qu'on est en train de parler de de toutes les difficultés avec Erestor et de toutes les limites, mais le fait de piocher 3 cartes supplémentaires par tour, c'est absolument monstrueux. Ça vous accélère, une fois que vous savez gérer votre économie, ça vous accélère la mise en place de manière absolument monstrueuse. Il n'y a rien dans le jeu qui a d'équivalent à ce qu'Erestor est capable de faire en termes de setup. Et en 3-4 tours, vous avez potentiellement à table tout ce dont vous avez besoin pour gagner la partie. Ouais. Alors il y a plusieurs... Erestor qui est à la base de ce qu'on appelle les decks flash, hein, Oui. associés souvent avec Denethor commandement. Donc On fait un petit ils coucou font des à... ravages. On fait un petit coucou à Très Énervé qui a fait je ne sais pas combien de variantes sur sur cette thématique-là. Le duo Erestor Denethor avec les flashs. Donc effectivement, ça permet des mises en place extrêmement rapides. Au passage, je vous renvoie du coup aux anciennes vidéos qu'avait pu faire Très Énervé sur la chaîne pour que vous ayez un petit peu une vue sur ce qu'on peut faire avec Erestor et Denethor. Ça, c'est une option. Vous trouverez aussi bientôt sur la chaîne une vidéo qu'on a tournée avec AO sur un deck Erestor qui stuff Bérégon très vite. On explique un petit peu ce deck-là. Donc l'idée étant d'utiliser justement la capacité d'Erestor pour que très rapidement Bérégon puisse se mettre en place. Donc ça ne sont que deux options, les decks flash ou le Bérégon dont je suis en train de parler, ce ne sont que deux options qu'on peut utiliser avec Erestor. C'est un héros qui a des possibilités infinies en fait, hein. L'avantage d'Erestor, c'est que tout est dans sa manière différente de jouer le jeu. Et donc à partir de là, il n'y a que votre créativité qui vous arrête, enfin, votre créativité et les ressources qui vous arrêtent pour construire quelque chose qui peut se mettre en place très rapidement. Alors, Et pour Tinou, si tu le permets, en fin de vidéo, je ferai une toute petite parenthèse en édition complète, parce que je suis en train de jouer un deck Erestor édition complète qui l'utilise d'une manière encore un peu différente. Et voilà, j'aimerais bien juste le partager en quelques minutes à la fin de la vidéo. Bien sûr. Et dernier petit point sur Erestor que l'on n'a pas précisé explicitement, mais qui est aussi frustrant pour les débutants, c'est qu'Erestor, vous démarrez avec 10 cartes en main pour 1. Vous avez 10 cartes en main, votre mat de départ, plus les 3 cartes supplémentaires d'Erestor et la 4, donc ça fait 10 cartes en main. 10 cartes en main pour 1. Voilà. Mais il faut les jouer, ces 10 cartes en main. Et le débutant qui joue Erestor, il se rend compte qu'il a 7, 8 cartes en main qu'il va devoir défausser à la fin du tour. Et c'est là qu'il comprend que son deck, il va falloir le réfléchir autrement. Donc voilà. Alors, ici on va plus particulièrement parler d'Erestor
dans son archétype Gondor, dans l'archétype Noldor, pardon. C'est une des options, c'est un parti qu'on a pris pour cette vidéo, mais c'est pas forcément la seule possibilité que vous avez. Erestor, ça marche très très bien aussi, par exemple, si vous voulez construire en Gondor, hein, parce que le Gondor on parlait de la gestion des ressources, le Gondor est un archétype pour lequel la gestion des ressources est rarement problématique. Et donc, par contre, c'est un archétype qui a souvent une pioche assez limitée, donc Erestor va pouvoir s'insérer très facilement dans cet archétype-là. Attention que ce sera moins fort si vous voulez construire ça en édition révisée que ce que vous pourriez faire en édition complète, où il y a encore plus de solutions pour justement augmenter le nombre de ressources que vous avez sur vos héros, mais ça tient tout à fait la route en édition révisée. Ici, on va parler de l'archétype Noldor parce que, à mon sens, en édition révisée, c'est là que ce qu'on peut faire avec Erestor est le plus proche de ce qu'on peut faire en édition complète. Mais comme on a dit, il y a d'autres options. Donc, une fois que vous avez compris la logique générale, ayez du fun, construisez des decks, hein. Je dis, Erestor, c'est vraiment le héros pour les gens qui aiment construire des decks. D'ailleurs, je trouve que cet Erestor devrait un jour gagner un Hero Contest. Je ne sais pas Ça ce y que est, tu en c'est parti, penses, mais c'est parti. il mériterait d'être dans le panthéon des héros du jeu. Le lobbying Et 2024 a franchement, commencé. voilà. Il n'est jamais trop tôt. Oui, 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 c'est un héros très unique en plus d'être très fort. Donc oui, pour moi, il fait partie du top du jeu. Il est fun et il est fort. Donc que demande le peuple? Alors, la première carte qui va très bien avec Erestor, Chep, C'est eh ben, Galdor des Havres alliés. voilà, qui est la meilleure Donc, version de Galdor des Havres. Et je te laisse nous le oui. lire. Alors, Galdor des Havres alliés, ça coûte 4 ressources, on est en connaissance, 2 de volonté, 2 d'attaque, 1 de défense, 4 points de vie. Ça a le trait Noldor. Réponse, quand une ou plusieurs cartes sont défaussées de votre main, piochez une carte, limite une fois par tour. Alors, pourquoi est-ce que ça marche aussi bien avec Erestor? C'est QFD. En fait, il y a deux options, il y a deux manières de jouer Galdor. La première option, c'est quand vous allez commencer à mettre en place des solutions de défausse avec Erestor, je vous donne quelques exemples. Si vous jouez Erestor dans un archétype Noldor, vous allez avoir envie quasi systématiquement de jouer Arwen Héros. Arwen Héros, elle vous permet déjà de défausser une carte pour gagner une ressource et de la mettre sur un héros Noldor, donc potentiellement sur Erestor ou sur Arwen elle-même. Déjà, ça flexibilise votre gestion des ressources. Bon, vous avez 4 cartes en main, ça en fait une qui est partie. Vous avez à la mer, qui va vous permettre dans l'archétype Noldor de défausser des cartes de votre main pour payer des alliés. Et mine de rien, avec Erestor, vous considérez que à la mer, en fait, c'est un intendant du Gondor plus, hein, parce que c'est l'équivalent de 3 ressources par tour. Dans le Noldor, les cartes sont des ressources. Donc vous avez un allié très fort en main, vous avez l'équivalent de 3 ressources supplémentaires pour le jouer grâce à la mer. Et l'avantage avec Erestor, c'est que vous vous en fichez, puisque de toute façon, vos cartes, vous les auriez défaussées quoi qu'il arrive. Donc, ça fait déjà 2 choses qui vous font défausser des cartes. Et donc, en fait, on va se rendre compte très rapidement quand on commence à vouloir optimiser Erestor, que 4 cartes, c'est pas assez, Shep. On a envie de plus de cartes par tour parce qu'on est cupide. Et donc, l'avantage de Galdor, c'est que vous allez défausser une carte, vous allez en récupérer une. C'est comme si vous piochiez, entre guillemets, 5 cartes par tour. Ça marche très bien aussi avec les runes de Dairon. Vous avez pioché les runes de Dairon, vous piochez 2 cartes, vous en défaussez une, vous en repiochez une nouvelle derrière. Donc, c'est une autre solution pour utiliser la capacité de Galdor avec Erestor. L'autre avantage, c'est que en fin de tour, si vous regardez, à la fin du tour, défausser toutes les cartes de votre main, s'il devait, pour une raison X ou Y, vous rester une carte en main, au moment où vous défaussez, vous récupérez une carte avec Galdor. Et donc là, vous recommencez le tour suivant avec 5 cartes au lieu de 4, donc ça fonctionne extrêmement bien. Pour ne rien arranger, la capacité de Galdor ne nécessite pas de l'incliner, et il a de très belles stats. Donc c'est un allié qui fonctionne très bien. Maintenant, attention à une chose, c'est que Galdor il coûte 4 en sphère connaissance, donc il va falloir des solutions pour pouvoir le jouer. Je vous ai parlé d'à la mer, c'est évidemment la solution privilégiée pour être capable de jouer Galdor, parce que sinon, vous piochez Galdor et vous avez juste une ressource sur Erestor,
ben, vous allez juste avoir vos yeux pour pleurer. Ça fait partie des risques que vous avez avec Restore. Voilà, mais voilà, c'est pas non plus dramatique. Généralement, si tu veux vraiment toucher Galdor, tu vas peut-être le mettre en deux ou trois exemplaires dans le deck pour éviter cette situation où tu le piocherais trop tôt avant d'avoir eu à la mer ou ta solution pour le mettre en jeu. Donc voilà. Je vais peut-être refaire une petite parenthèse, Shep, sur à la mer et sur un petit peu les probabilités et les statistiques avec Restore. Tu l'as dit, on commence avec 10 cartes en main. Et ce que les débutants voient, c'est que à la fin du tour, alors là pour le coup, je vous ai dit, je joue toutes mes cartes avec Restore. Au tour 1, c'est rarement le cas. Et donc, ce que voient les débutants, c'est ah ben oui, mais je dois défausser des cartes de ma main. Oui, mais ce que vous oubliez de regarder, c'est que Restore vous fait cycler votre deck extrêmement vite. Et que il n'y a personne qui est plus fiable quand vous avez des cartes indispensables dans votre deck pour les piocher très rapidement de manière quasi certaine. Vous voulez à la mer, vous le mettez dans votre deck en 3 exemplaires. Il faudrait regarder les probabilités exactes, je l'avais regardé, mais Je vous les êtes... ai. Vas-y, dis-nous. 50% de chance. Vous avez 50% de chance en piochant 10 cartes d'avoir une carte présente en x3 dans votre deck. Une fois sur deux, en Et première main. ça, voilà, et ça c'est même sans compter le mulligan, je suppose, hein. Parce que Sans compter le mulligan, évidemment. Parce que parce si tu qu'avec le comptes le mulligan, c'est bien mulligan, plus. avec le mulligan à 6 cartes, je peux te faire le calcul rapidement. Donc la première fois, avec 6 cartes, tu as 32% de chance de l'avoir. La deuxième fois, 50%. Donc vous Donc avez ça deux fait tiers de chance à peu près, 60. à Oui, peu c'est près ça. vous avez deux On chances est sur à trois. 66% de chance Voilà. avec le mulligan d'avoir à la mer en première main. Et il y a rien de plus fiable, hein. C'est-à-dire vous avez deux chances sur trois déjà en main de départ. Et la bonne nouvelle, c'est que comme vous piochez 4 cartes par tour, ben, les probabilités elles augmentent très rapidement. Et en fait, vous êtes quasiment certain d'avoir à la mer au tour 3, voire au tour 4 si vous avez vraiment pas de bol. Euh, et donc ça va arriver très vite. Et donc au final, Galdor, pour peu que vous l'ayez après à la mer, vous allez pouvoir le jouer. Donc c'est extrêmement fiable en fait. Pour info, après le premier tour, donc les 14 premières cartes, on passe en 64% de probabilité. Et après les 18 premières cartes, on est à 75% de probabilité, sans compter le mulligan. Donc en rajoutant le mulligan, voilà, vous êtes quasiment certain Oui, de l'avoir au plus tard tour 2. Et c'est déjà très rare quand c'est tour 2, généralement on l'a avant. voilà. Donc évidemment, c'est pour ça que Kerestor fonctionne extrêmement bien en Noldor. Vous allez pouvoir payer des alliés extrêmement chers, hein. On a mis Galdor, mais vous pouvez penser à Glorfindel. Glorfindel, c'est avec Kerestor, vous le piochez, vous le jouez. Ce qui est rarement une option que vous avez à disposition, ou alors ça vous demande avec d'autres héros de défausser des cartes pour pouvoir le faire, et après vous avez plus de cartes. Bon, ben avec Kerestor, c'est pas un problème. Alors, Shep, Alors, le joaillier elfe. Joaillier elfe, c'est un allié. Un allié énergie qui coûte 2. Un de volonté, un d'attaque, un de défense, 2 points de vie, une illustration biblique et les traits Noldor et artisan. Action, défausser 2 cartes de votre main pour mettre en jeu le joaillier elfe depuis votre main sous votre contrôle. alors en fait, pourquoi est-ce que ça marche aussi bien avec Kerestor? Bon, l'action, je pense que tout le monde a compris ce qui allait se passer avec Kerestor, donc ça je vais pas vous l'expliquer. Mais pourquoi est-ce que ça marche très bien? Parce que vous n'êtes pas obligé de déclencher l'action avec Kerestor. Je vous donne un exemple. J'ai 2 ressources énergie, j'ai le joaillier elfe et j'ai un autre personnage en main que j'ai envie de jouer. Ben, je vais utiliser à la mer sur cet autre personnage en défaussant 2 cartes et je vais payer le joaillier elfe plein pot. Ça c'est une option que vous avez. Euh, L'autre option, c'est ben, je n'ai pas de carte intéressante ou je n'ai pas de ressources pour jouer le joaillier elfe. Ben, je vais jouer le joaillier elfe en défaussant 2 cartes parce que de toute façon, les cartes, je les aurais perdues autrement. Maintenant, il y a une situation en particulier où le joaillier elfe, je trouvais extrêmement intéressant avec Erestor, c'est quand vous l'avez en main de départ. Parce que, comme on l'a dit, Absolument. vous avez 10 cartes. Et que généralement, les 10 cartes, vous ne savez pas les jouer. Bah, le joaillier elfe, ça arrive régulièrement que vous en ayez 2 en main. Et ben voilà, vous en jouez 2 gratos, tour 1. Et mine de rien, avoir 2 alliés avec des stats équilibrés comme ça, tour 1, c'est pas négligeable. Et encore, je vous dis que vous faites ça tour 1.
vous avez encore d'autres cartes à jouer et vous allez évidemment les choisir dans votre main de 10. Vous allez mettre potentiellement 2 joailliers elfes en défaussant les 4 cartes les moins intéressantes de votre main ou celles que vous ne pouvez pas payer en main de départ et dont vous attendrez un autre exemplaire plus tard. Et il vous reste encore 4 cartes à jouer une fois qu'on a dit ça. Donc en termes de mise en place, c'est une carte qui permet vraiment de très rapidement poser des alliés et d'être pertinent sur les différents aspects du jeu grâce aux stats équilibrés. En Noldor, les cartes sont des ressources, hein. C'est tout simplement comme ça qu'il faut raisonner. C'est des ressources supplémentaires, vos cartes, hein. Oui, Donc, c'est la spécificité du Noldor, effectivement. c'est ça. Et donc effectivement, bon, je vais encore une fois lui faire des louanges, mais Erestor, en fait, il vous redonne des ressources à tous les tours. Ces cartes que vous avez besoin de brûler et qui donc généralement limitent un petit peu l'archétype Noldor parce qu'on dit oui mais bon il faut pas trop défausser. Avec Erestor c'est la fête au village, hein. Avec Erestor je défausse, je m'en fous. En plus si vous avez posé Galdor, bah, vous pouvez encore plus claquer des cartes, donc ça marche extrêmement bien. La suivante, mon cher Portinou. Ah, Alors la c'est à toi de nous suivante, la présenter. un petit peu différente, un attachement de la sphère tactique, la lance elfique qui coûte 0. Alors les cartes qui coûtent 0 avec Erestor, je pense que vous avez compris, on aime bien. Attacher, donc c'est un attachement qui est lettré objet et arme. Attacher cette carte à un héros Noldor ou Sylvain, restreint. Action, défausser une carte de votre main pour donner au héros attaché plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase, limite de 3 fois par phase. Ça, c'est intéressant parce que voilà, c'est gratuit, donc tu vas la poser toujours avec Erestor. Et si tu as des cartes en trop dans ta main, bah, plutôt que de les défausser à la fin de ton tour, tu vas booster le héros attaché. Et moi, quand je vois ça, je pense à Portinou, je pense à Aldir de la Lorraine, qui est une merveilleuse cible, entre autres, hein, mais c'est une merveilleuse cible pour cette lance elfique. Il y a plein de possibilités. Pour l'instant, on parle beaucoup de l'archétype Noldor. Celle-ci sort un petit peu de l'archétype Noldor parce que c'est pas la sphère tactique est rarement une sphère qu'on a envie de jouer dans cet archétype. Il y a des cartes qui permettent de le faire si vous avez envie de booster, enfin de builder pardon, avec la vigie de Mithlon et ce genre d'alliés, vous pouvez le faire. C'est une carte qui marche très bien parce que généralement, si vous êtes plutôt orienté sur Erestor, vous allez rarement avoir énormément de punch en attaque. Donc c'est une solution parmi d'autres pour un petit peu faire exploiter vos cartes. Alors tu as parlé d'Aldir, mais Erestor lui-même peut être une cible intéressante de la lance Bien elfique. sûr. Il a des stats équilibrées, on n'en a pas parlé. Vous pouvez en fait builder Erestor un peu comme vous voulez, pour la quête, pour la défense ou pour l'attaque. Et donc si vous avez envie de le builder pour l'attaque, c'est une bonne option pour qu'Erestor soit capable potentiellement de taper à 5. Maintenant je dis que ça sort un petit peu de l'archétype Noldor, parce que mine de rien, vous avez d'autres options pour défausser vos cartes que celle-ci. Donc c'est plutôt si vous justement vous ne jouez pas l'archétype Noldor que cette carte devient intéressante pour faire autre chose avec Erestor. Je vous renvoie à l'autre vidéo qui va sortir sur la chaîne d'ici peu, le deck tech Arbestor qui est présenté avec AO, où on essaye de builder Bérégon le plus rapidement possible, mais une fois que Bérégon est buildé, il y a des doublons dont on n'a pas beaucoup d'utilité. Donc la lance elfique, c'est une option pour faire quelque chose de ces cartes, et sachant que votre héros tactique Bérégon est plutôt un défenseur, ça vous permet d'avoir un attaquant qui tienne la route, en l'occurrence Erestor. Donc c'est une option pour exploiter vos cartes. Et bon, ça me permet aussi de dire les cartes qui coûtent 0 avec Erestor, c'est extrêmement puissant. Je vais en mentionner une autre ici pour faire un petit aparté chep, c'est le conseil d'Elrond, qui est une carte qui est forte de base, mais c'est un événement. Par contre, je refais la comparaison avec tester sa volonté. Le conseil d'Elrond, en fait, vous l'avez, vous le jouez, vous baissez votre menace de 3 et vous augmentez de 1 votre volonté. À n'importe quel tour, vous avez envie de faire ça. Donc, et comme ça coûte 0, vous allez pouvoir le jouer à tous les tours. Donc vous voyez la différence entre une carte qui est universellement utile et une carte circonstancielle. Donc typiquement, les cartes qui coûtent 0 et que vous êtes sûr de pouvoir poser, vous avez envie de les mettre dans le deck avec Erestor. Voilà. Alors, nous avons ensuite
la navigatrice du Lindon. La navigatrice du Lindon, c'est un allié connaissance qui coûte 2. 2 de volonté, 1 d'attaque, 1 de défense, 2 points de vie. Noldor, éclaireur sont ses traits. La navigatrice du Lindon n'est pas inclinée pour s'engager dans une quête et peut s'engager dans une quête même si elle est en position inclinée. Forcée après la résolution d'une quête dans laquelle la navigatrice du Lindon était engagée, soit vous la défaussez, soit vous défaussez une carte de votre main. Alors je sais, Shep, que tu n'aimes pas beaucoup cet allié. Et moi non plus. Et pourquoi? Parce qu'on réfléchit comme des joueurs d'édition complète, je pense. Et on connaît toutes les possibilités qu'on a, notamment dans l'archétype Noldor. Et quand vous jouez en édition complète, il y a souvent de meilleures options, il y a de meilleures alternatives à la navigatrice du Lindon. Mais nous sommes là pour présenter Erestor aux joueurs de l'édition révisée. Et il s'avère, Shep, que la navigatrice peut être extrêmement utile avec Erestor pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'envoyer en quête. Ça paraît bête ce que je dis, mais en fait, si vous regardez, vous faites la comparaison avec le joaillier elfe, les autres stats sont strictement les mêmes. Donc, vous allez payer 2 ressources connaissances. Pour peu que vous ayez Arwen, héroïne, vous défaussez une carte pour donner une deuxième ressource à Erestor et vous pouvez jouer la navigatrice directement. Ou alors vous jouez à la mer, peu importe. Mais en tout cas, vous avez des options pour la mettre à table. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Parce que s'il vous reste une carte à la fin de la phase de quête, enfin au début de la phase de quête que vous n'avez pas pu utiliser pour d'une autre manière, ben vous avez un 2 de quête avec un personnage qui va être utile aussi pour la phase d'attaque derrière. C'est aussi intéressant, là je fais vraiment un commentaire très spécifique pour les scénarios du cycle 6 des Havres Gris qui vous obligent à mettre des personnages, à incliner des personnages pour les tests de navigation. Parce que la navigatrice du Lindon est une excellente cible pour les tests de navigation. Vous l'inclinez pour la navigation et vous voyez qu'elle peut être envoyée en quête même si elle est déjà inclinée. Donc il vous reste une carte en main, vous utilisez 1, 2, 3, ça commence à faire beaucoup, navigatrices pour les tests de navigation, et vous pouvez en envoyer en quête avec les cartes qui vous restent en main. Donc ça apporte pas mal de flexibilité. C'est pas la meilleure option qu'on a en Noldor complet, mais c'est quelque chose qui peut vraiment tenir la route en édition révisée. Absolument. Bah, d'ailleurs, dans le deck Noldor que je joue dans la campagne Noldor qui est en cours sur la SDHJC TV, bah, elle est dans le deck et je les joue, et on peut voir que de temps en temps j'exploite leurs capacités effectivement. Donc c'est une option tout à fait viable en édition révisée. Donc c'est pas, on le répète, hein, c'est pas quelque chose à utiliser la capacité à tous les tours, mais c'est une possibilité. Donc mine de rien, encore une fois, ça donne de la flexibilité à Erestor. Et ça me permet de faire un dernier commentaire, Shep, sur une carte on va pas présenter ici, mais qui fonctionne extrêmement bien avec Erestor. Ça ne sera pas une surprise. Ce sont les Seigneurs de l'Eldar. Oui, bien sûr. Alors, les Seigneurs de l'Eldar, c'est évidemment une carte extrêmement forte dans l'archétype Noldor, puisque vous payez 3 ressources énergie, et tous les personnages Noldor gagnent plus 1 de volonté, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense jusqu'à la fin du tour. Avec la navigatrice du Lindon, c'est un événement qui fonctionne très bien parce que vous allez partir en quête à 3 et derrière vous avez 2 d'attaque de défense pour le même allié qui ne se sera pas incliné. Donc c'est une excellente cible pour cet événement-là. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant avec Erestor? On en revient toujours à la fiabilité de la pioche d'Erestor. Erestor va vous permettre de toucher vos seigneurs de l'Eldar à coup sûr, très rapidement, et donc il sera dans votre défausse, puisque vous devez le jouer de votre défausse, il sera dans votre défausse au moment où vous en aurez besoin de manière garantie. Ouais. Donc voilà. Très très bonne carte aussi pour avoir des munitions gratuites au final. Parce que celle-là, tu n'as aucun scrupule à les défausser. C'est ça. Alors on est à la limite de l'outsider, Shep. Je vais te laisser nous présenter cet allié. La guérisseuse d'Imladris, c'est un allié connaissance qui coûte 2. 1 de volonté, 0 d'attaque, 1 de défense, 2 points de vie, qui a les traits Noldor et guérisseur. Action.
Défaussez une carte de votre main pour soigner un point de dégâts sur n'importe quel personnage. Limite 2 fois par tour. Alors je dis qu'on est à la limite on est à la limite de l'outsider parce que c'est une des pires solutions de soins à disposition. Alors si on regarde en édition complète, c'est encore pire Ouais. qu'en édition révisée, mais en fait, vous faites la comparaison avec Yorette par exemple, de manière générale, il n'y a pas photo, Yorette est beaucoup plus forte que ça. Et pourtant, avec Erestor, la guérisseuse d'Imladris fonctionne très bien parce que il vous reste des cartes, vous ne savez pas quoi en faire, ça va être une solution de soins tout à fait viable. Et l'avantage de la guérisseuse par rapport à Yorette, ou je prends l'exemple des papys pervers par exemple en édition complète, c'est que la capacité de la guérisseuse ne nécessite pas de l'incliner. Donc vous pouvez toujours bénéficier de ses stats, notamment de son petit point de volonté qui peut être intéressant et qui est boostable avec les seigneurs de l'Eldar. Donc vous avez un allié ici qui va partir en quête et qui a une autre petite capacité. Il vous reste des cartes, vous avez besoin d'un petit peu de soin, et ben vous utilisez votre soin. C'est ça. C'est une solution donc En fait, grâce à ce genre de cartes, toutes tes cartes avec Restore vont être utilisées pour quelque chose. Toutes tes cartes cramées vont être utiles pour quelque chose. Et c'est ça l'intérêt de cette carte. Et puis, l'air de rien, comme tu l'as dit, il y a le petit point de volonté et ça peut servir de trash en cas d'urgence. Il ne faut jamais négliger le fait d'avoir un allié trash. Elle meurt, tu t'en fous complètement, ça ne va pas changer ta vie, mais ça t'a fait une défense. C'est ça. Donc voilà. Et ça a 2 points de vie. Et ça, c'est pas négligeable non plus. Ça meurt pas au premier dégât direct. C'est ça, c'est ce qui est rarement, le cas des guérisseurs, enfin des alliés guérisseurs qui sont des croquettes la plupart du temps. Ouais. Bon, ici, l'avantage, c'est que les Noldor sont toujours un petit peu plus résistants que la moyenne. Donc oui, effectivement, ça peut prendre des dégâts directs, ça fonctionne très bien. Et alors au passage, je le dis aussi, si vous en avez plusieurs à table, le limite 2 fois par tour, c'est limite 2 fois par tour par guérisseuse. Donc si vous avez 2 guérisseuses, vous êtes déjà en place, vous n'avez plus besoin de poser de cartes, vous pouvez soigner 4 dégâts par tour. Avec les cartes dont vous n'avez plus d'utilité, les doublons, etc. Donc ça marche bien aussi. Alors Shep, on va parler de la carte Outsider, qui est une carte que je n'ai jamais sortie en dehors des decks et restore, je t'avoue. Donc c'est vraiment le seul endroit où je joue cette carte. C'est la harpe C'est d'argent. là. Mon Dieu, quelle est mauvaise Voilà. cette carte. Alors la harpe d'argent, c'est un attachement énergie qui coûte 2, qui a les traits objet et instrument. S'il vous plaît, on a un attachement instrument. Attachez cette carte à un héros énergie restreint. Réponse, quand une carte est défaussée de votre main, inclinez la harpe d'argent pour ramener dans votre main la carte qui vient d'être défaussée. Alors, je suis extrêmement déçu que FFG ne nous ait pas fait un build instrument. J'aurais Il y a beaucoup moyen. aimé. Il y a un build de chant, mais il n'y a pas de build d'instrument qui pourrait compléter, ce serait extrêmement fun. Tu pourrais faire même un deck artisan instrument où les artisans peuvent fabriquer les instruments. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose là. Bon, Voilà. alors, revenons à la harpe d'argent. Le luthier de la Lorien. Voilà, on pourrait faire des... Donc, la harpe d'argent, écoute, oui, dans un deck et restore, ça peut se justifier, évidemment, parce que quelque part, c'est comme si tu avais une ressource gratuite. Parce que tu vas défausser une carte pour faire quelque chose, et puis tu vas la ramener dans ta main. Ça reste quand même... pour la rentabiliser, il faut avoir utilisé sa capa 2 fois, en gros, parce qu'elle coûte 2 au départ, cette harpe. Donc, voilà. Bon, donc, alors c'est l'avantage Sep, c'est que on a vu que des cartes à défausser avec Restore, il y en a quand même beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous faire défausser des cartes. Vous avez la guérisseuse pour du soin, vous avez la navigatrice pour l'envoyer en quête, vous avez à la mer pour réduire le coût de vos alliés, vous avez Arwen pour gagner des ressources, et on pourrait encore citer d'autres options, la lance elfique. Donc des options pour défausser des cartes, il y en a plein. Avec Restore, en fait, vous êtes limité à 4 cartes. Mais avec la harpe d'argent, c'est comme si vous aviez deux... Enfin, c'est pas comme si... Vous avez
2 utilisations pour une de vos cartes. Ça, c'est une première utilisation qu'on peut faire de la harpe d'argent. Donc c'est comme si vous aviez une ressource supplémentaire par tour. Une fois que vous l'avez posée, le plus difficile avec la harpe d'argent, c'est de la poser parce que vous avez souvent envie de faire autre chose avec vos ressources au moment où vous l'avez en main, par exemple poser un allié. Par contre, si vous vous retrouvez sur un tour où vous n'avez pas de meilleure option, ça va vous permettre d'un petit peu monter en puissance sur les tours suivants. Donc c'est un investissement sur le long terme. C'est clairement pas une carte opti sur le court terme parce que il va falloir le temps que ça se justifie et ça va toujours prendre plusieurs tours. Maintenant, une fois que vous l'avez, c'est un confort non négligeable en termes de flexibilité. Il y a une autre option Shep qu'on n'a pas mentionnée avec la harpe d'argent, c'est que vous pouvez utiliser une carte pour la défausser et déclencher par exemple votre à la mer ou déclencher la capacité d'Arwen, la ramener dans votre main et la jouer. Alors je dis ça parce que ça paraît bête, mais vous avez 2 alliés en main, vous ne savez pas payer les deux, vous faites à la mer avec 3 cartes dont un de vos alliés pour payer le premier, vous ramenez l'allié défaussé pardon, avec l'arbre d'argent et vous le repayez derrière. Et donc rien que ça, c'est une autre option. Donc vous pouvez aussi utiliser comme ressource des cartes que vous allez quand même jouer. Et dernière possibilité avec la harpe d'argent qui, pour moi, est la plus intéressante pour les nouveaux joueurs qui n'aiment pas défausser leurs mains. J'ai une carte en main que j'ai envie de jouer, je ne sais pas la payer, oh zut, je vais devoir la défausser à la fin de mon tour. Eh ben, je la garde en main et avec la harpe d'argent, au moment où elle devrait partir à la fin du tour, je la récupère et je peux la garder pour le tour suivant. Donc ça, c'est aussi une utilisation. Alors ne faites pas ça avec des tester sa volonté, s'il vous plaît. Par contre, faites ça avec des cartes que vous auriez mis dans le deck quoi qu'il arrive, mais ça peut être très utile. Comme solution supplémentaire. Je me permets de mentionner une alternative qui fonctionne tout aussi bien et j'aurais presque tendance à recommander de faire les deux, c'est Gléowin. Gléowin qui est un allié connaissance qui coûte 2 et qui vous fait piocher une carte supplémentaire par tour. Et qui est ménestrel. Et qui est ménestrel, donc ça marche bien avec l'instrument. Mais donc Gléowin, ça marche bien aussi parce que vous voyez que avec Erestor, plus vous avez de cartes, en fait, on a tendance à dire à la fin je vais devoir défausser des cartes. Vous vous rendez très vite compte quand vous buildez Erestor qu'en fait vous n'avez même pas assez de cartes avec 4. Vous avez envie de plus parce que les 4 cartes, vous les consommez. Une fois que vous avez l'habitude de jouer Restore, vous les consommez les 4 cartes. Et donc vous avez envie d'en avoir 5, 6, 7 avec Galdor, avec Gléowin, avec la harpe d'argent. Ça vous donne en fait une économie de cartes accrue. Et donc, en ce qui me concerne, c'est très facile de poser Galdor, la harpe et Gléowin. Et c'est comme si j'avais 7 cartes par tour. Donc 7 cartes par tour, mine de rien, c'est quand même extrêmement, extrêmement fort et pour peu que vous arriviez à les consommer, vous tirez vraiment le plein parti de l'archétype Noldor. C'est une des utilisations, mais voilà. La harpe d'argent, je la recommande uniquement si vous construisez Restore en Noldor. Si vous ne l'utilisez pas dans cet archétype-là, ça se justifie beaucoup moins parce que vous aurez beaucoup moins de raisons de défausser vos cartes pendant votre tour. Oui, en effet, hein, oui, ça dépend très fort de la défausse des cartes pendant ton tour, tout à fait. Alors, moi j'avais envie de peut-être, j'aurais peut-être proposé une carte supplémentaire dans ta sélection, mon cher Portinou, et tu vas me dire ce que tu en penses. Évidemment, pas dans un contexte Noldor, mais dans un contexte Erestor en général. C'est la volonté de l'Ouest. Oui. Oui, absolument, absolument. C'est vrai que j'aurais peut-être dû la mettre tout court. Parce que votre deck avec Erestor, il va partir très très vite. Et quelque chose qui peut être frustrant avec lui, c'est vous avez certaines cartes, pas indispensables, mais en tout cas très fortes, que vous n'arrivez pas à payer au moment où vous les piochez. Voilà, avec Erestor, votre deck va se vider très vite et vous allez avoir envie de faire tourner votre deck pour récupérer ces cartes, ça c'est une chose. Une deuxième chose, j'ai pris l'exemple des conseils d'Elrond. Votre deck, vous faites le compte, hein, vous avez 10 cartes de départ en tour 1, vous piochez 4 cartes par tour, voire 5 avec l'une ou l'autre option. Donc mine de rien, en 7 ou 8 tours, votre deck il est vide. Et donc au bout de 7-8 tours, maximum, vous avez envie de le remélanger. Donc vos conseils d'Elrond, vous allez en jouer 5, 6, 7 sur la partie sans aucun problème.
Ça permet aussi, Shep, de ne pas se faire avoir par le scénario La Chaussée des Morts qui vous dit quand votre deck est vide, vous avez perdu la partie. Ce qui Ouais, avec Restore est quand même pas terrible. Donc dans le deck qu'on propose en description, oui, il y a les volontés de l'Ouest. C'est évidemment une carte qui fonctionne très bien avec lui pour cycler votre deck. Je pense qu'on pourrait mettre une septième carte sans problème, volonté de l'Ouest. Je vais juste, il y a ouais. peut-être un cas de figure et un seul cas de figure dans lequel je ne mettrai pas cette carte, c'est si vous voulez vraiment utiliser Restore pour jouer les seigneurs de l'Eldar le plus vite Seigneur de possible. blessure, ouais. C'est Et ça. cycler les seigneurs de l'Eldar, parce que si vous voulez cycler les seigneurs de l'Eldar, vous voulez que votre deck soit vide. Et donc là, vous jouez spécifiquement pour vider votre deck très rapidement et rejouer le seigneur de l'Eldar, repiocher le seigneur de l'Eldar à tous les tours. C'est peut-être le seul cas de figure où je ne le ferai pas, sinon la volonté de l'Ouest, et je suis d'accord avec toi, une carte qui rentre de manière quasi auto-include avec Restore. Voilà. Et donc, du coup, je disais tout à l'heure, j'aimerais partager un autre usage des restores. Alors, en édition révisée, c'est peut-être un petit peu encore tôt pour pouvoir faire cet usage. C'est pour ça que je parlais d'édition complète. C'est d'utiliser Restore comme booster de début de partie et après se passer de ses services. Et dans cette perspective-là, j'aurais mis en hyper ultra outsider, mais elle n'est pas sortie en édition révisée, la chute de Gil-galad. Je trouve que Erestor est pratiquement le seul héros où jouer la chute de Gil-galad peut être pertinent. Donc en gros, Erestor va booster ta main de départ, va booster tes 2-3 premiers tours en piochant beaucoup, et puis après, ben, tu le sacrifies en lui ayant collé une petite chute de Gil-galad, hop, moins 10 de menace. C'est quelque chose que je fais pour l'instant dans mon deck lien d'amitié, où Erestor est le 4e héros, qui me booste mon début de partie, et puis salut grand, dès qu'il y a un ennemi chiant qui arrive, je fais la 100 def sur lui, et s'il y a Gil-galad dessus, ça fait moins 10 de menace, c'est sympa. Je vous prépare un petit savoir ancestral sur la chute de Gil-galad d'ailleurs, ça m'a donné envie de travailler sur cette carte-là, qui est une carte méconnue, mal aimée, pas terrible, mais voilà, c'est rigolo. Que tu pourras jouer avec Je ferme ma Saruman aussi, parenthèse. du coup, Chapin. Comment? Que tu pourras jouer avec Saruman aussi, du coup. Je te laisse y euh, réfléchir. Oui, 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 oui. oui, oui, Alors maintenant, oui. en édition révisée, du coup, Oui, oui, oui. pour rester dans l'esprit de ce que tu es en train de proposer, il y a peut-être une autre option pour faire à peu près la même chose, c'est dissimuler sous un casque. Vous Ouais, utilisez Restore pour vous mettre en place très rapidement. Et puis quand vous n'avez plus besoin de lui, vous faites dissimuler sous un casque et vous le remplacez par un autre héros. Mine de rien, un restaure à 10 de menace, donc il y a quand même pas mal de héros, il y a pas mal d'options pour le remplacer. Et ça vous permet du coup de stabiliser, de ralentir et de stabiliser votre deck pour arrêter de faire du turbo. Donc c'est aussi une option de build qui peut être très sympa. c'est ça. Voilà, voilà. Et puis bon, ben, Très bien. je le mentionne aussi, Chapin, puisque tu fais des parenthèses édition complète. Pour les joueurs de l'édition révisée, un conseil qu'on donne souvent, c'est d'aller regarder les contrats qui sont sortis avec le cycle 9. Parce qu'en fait, ce sont des cartes qui ne doivent pas. Les contrats sont des cartes qui ne vont pas directement dans votre deck. Vous les mettez à côté de votre deck, donc vous pouvez sans aucun problème faire un proxy, imprimer ça à la maison sur une feuille de papier. Voire même vous écrivez le texte du contrat sur une feuille de papier, ça marche aussi. Voire Et en même fait, vous le retenez dans votre tête parce vous que le mon retenez dans contrat de votre lien tête. d'amitié, il est toujours dans mon classeur, mais je joue en lien d'amitié. Voilà, voilà. Ben, c'est vrai qu'une fois que tu as respecté les règles du contrat, tu n'en as pas besoin. Euh, mais les trois chasseurs, c'est vous jouez uniquement avec trois héros, vous ne pouvez pas poser d'alliés. Par contre, vos héros peuvent avoir un restreint supplémentaire et vous diminuez de 1 le coût du premier restreint que vous mettez sur chaque héros à chaque tour. Donc ça vous permet, si vous avez envie de vous éclater juste avec trois héros et de l'estuffer extrêmement rapidement. C'est encore une autre utilisation des restores, donc ça ne vous donne qu'un aperçu des possibilités que vous avez. Le conseil qu'on donne aux débutants, c'est essayer de jouer avec Restore. Ça va vous apprendre beaucoup de choses sur le deck building. Même si vous n'allez pas faire tous vos decks avec lui, au moins ça va vous apprendre vraiment des éléments absolument essentiels dans dans l'équilibrage de deck. Et puis pour beaucoup de joueurs, vous allez arriver au constat qu'en fait c'est un des héros les plus fun du jeu et vous allez avoir envie de construire un deck sur deux avec Restore. Et c'est la raison pour laquelle Erestor gagnera le prochain Hero Contest, j'en suis persuadé. C'est ça.
Merci pour Tinou pour cette analyse des restores. J'espère que nous vous avons donné envie de jouer Restore, mais nous savons que les nobles héros vous donnent envie de jouer les héros que nous analysons. Dès lors, mettez un petit pouce levé pour nous dire que vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous nous découvrez seulement maintenant, ce qui serait incroyable parce que nous sommes des superstars du web désormais, eh bien abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines revues de héros et vous donner envie de les jouer. Et si vous ne les possédez pas, ben vous donnez envie de les acheter. Et pourtant, FFG ne me donne rien en échange. Voilà. Coucou Asmodée. Sur ce, nous vous souhaitons une agréable journée et à très très bientôt. Salut, salut. Salut, salut.